Et c'est important dans un travail. Alors, je suis pas psychologue, mais c'est quand même un travail thérapeutique. Et c'est important qu'il y ait l'argent comme un tiers. C'est important parce que les personnes viennent se confier, viennent donner des choses. Et donc, dans la loi de la réciprocité, moi, je suis neutre. Je suis pas un ami, je suis pas la famille. L'argent sert à mettre de l'équilibre dans la relation, en fait. Et ça aussi, je l'ai compris et je l'ai réfléchi. C'était pas un truc au début. Je disais, mais non, mais j'aide les autres, c'est trop bien. Ça va, mon mec, il gagne assez, donc pourquoi est-ce que je vais demander de l'argent pour... Bah si, en fait, ça a un intérêt. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque premier et troisième vendredi de chaque mois à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils? Comment ils le gagnent? Comment ils le dépensent? Comment ils l'appréhendent tout simplement? Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Marie, merci beaucoup de venir. Je t'ai proposé, je t'ai demandé de venir 1 heure plus tard et tu me disais en arrivant là, j'ai hésité de ce fait-là. Je t'ai donné une opportunité de revenir en arrière et finalement t'es là. Ouais, je suis là. Pourquoi t'as eu des... Je suis là. Pourquoi t'as hésité? Ah, j'ai hésité parce qu'en fait, je crois que j'étais dans mon élan quand je t'ai écrit. Ok. Et qu'ensuite, j'ai réalisé, ah ouais, tu vas parler de toi, tu vas devoir choisir des mots, les gens vont pas te voir. Il y avait un peu ce truc de ton langage, il va être vraiment que dans ta voix. Ton langage va être vraiment que dans ta... On entend plein de choses dans la voix, ouais, c'est en vrai. Sans doute. Ah non, j'ai expérimenté ça. Et en plus, t'as un épisode qui est sorti ce matin, que j'ai écouté, et du coup, je me suis dit, oula, je vais passer de l'autre côté. Et il y a eu une petite pression, un petit truc de... est-ce que j'y vais? Mais je suis là, donc... Ça va mieux? Oui, ça va. Oui, non. Puis en plus, là, on a eu un petit chit-chat, donc c'est bon. Tout est bon. Pourquoi, Marie, tu m'as proposé de venir parler dans l'histoire d'argent? Alors, il faut que tu mettes bien ton... Voilà. Devant. Voilà. Ok. Je t'ai envoyé un mail et je t'ai proposé ça pour m'offrir un espace... un espace dans lequel je questionnerai mon rapport à l'argent. J'ai vu dans tes épisodes précédents que quand tu parles d'argent, en fait, tu parles de ton rapport au monde. Mmh. Enfin, tes invités sont amenés à faire ça. Ton rapport à toi. Ton rapport à toi. Et je suis dans une période où mon rapport au monde, je le questionne énormément. Donc, je suis venue m'offrir un espace pour questionner mon rapport au monde via la porte d'entrée de l'argent. Ok. C'est quoi ton chemin sur lequel tu es en train de réfléchir ou de questionner? Alors, comment je le synthétise? On en reparlera un peu plus tard, si tu veux, mais juste pour donner un peu... Ouais, alors en pitch, peut-être, moi, il y avait un truc que je voulais peut-être dire en début d'interview. C'était ce concept de privilège. Je sais pas si... Le privilège, pas que l'argent est un privilège, à mon sens, mais le privilège... tu vois, moi, j'ai la peau blanche... il se trouve que j'ai décidé de faire ma vie avec un homme, donc je suis perçue comme hétéro. Perçue comme hétéro. Ah oui, on ne sait pas. Tu peux dire que t'es hétéro. Je ne sais pas si je suis hétéro. Ok, d'accord, tu questionnes ça aussi. Bah ouais. En tout cas, je fais ma vie avec un homme. J'ai pas de handicap visible ou invisible, donc j'ai un certain nombre de privilèges. T'es blonde aux yeux bleus. Blonde aux yeux bleus, alors, on y va à fond. Je suis... Et pour moi, les privilèges, ils viennent avec un certain... Plus t'as de privilèges, plus t'as d'angles morts. Et du coup, c'est aussi, j'estime, de ma responsabilité de manuellement regarder et vérifier mes angles morts. Donc, je questionne ce rapport à peu près à tout le système en ce moment. Et je ne me rappelle plus de ta question. Non, mais c'est ce qui l'angle... Pourquoi tu oui, m'as c'est proposé... ça. Ouais, voilà. Okay. Tu me disais juste avant qu'on démarre, et je me suis retenu de poser la question parce que j'étais pas en train d'enregistrer, que je déteste commencer les interviews avant de commencer à enregistrer, que t'étais habituellement plutôt habitué, à poser les questions plutôt qu'à y répondre. Oui. Qu'est-ce que ça signifie?
Eh bien, aujourd'hui, moi, j'ai fait une reconversion pro. Aujourd'hui, je suis coach parental. Donc, je reçois les parents et les enfants quand ça s'y prête. Parfois, c'est que les parents que je reçois. Et c'est plutôt à eux que je vais poser des questions. Et mon approche, elle est vraiment centrée sur eux. J'ai vraiment à cœur de ne pas les juger. Donc, si tu veux, je vais pas mettre de moi... Enfin, je vais mettre mon professionnalisme dans les questions, mais c'est pas moi qui vais parler. C'est vraiment, je vais les écouter, je vais les accueillir et même, je vais mettre même une partie de moi en dehors de la pièce, quoi. Il y aura vraiment que mon pro qui sera en interaction avec eux. Ça consiste en quoi, être coach parental ? Être coach parental, alors je reçois moi les familles du désir de grossesse. Donc même quand la société ne te dit pas que t'es parent, mais que toi tu aimerais être parent ou que tu as des difficultés à devenir, jusqu'à la fin de l'adolescence. Et la parentalité, c'est une identité à part entière où il se passe un certain nombre de choses connectées à tout le reste, mais en tout cas qui peut être déclenché autour de la parentalité, dans la parentalité. Et je reçois les parents pour les aider, des parents qui parfois ont pas forcément besoin de faire une psychanalyse, qui ont pas forcément envie parfois, qui se rendent pas forcément compte. Parfois, ça peut être une porte d'entrée, le coaching parental. Carrément. Et qui les enfants sont des miroirs terribles. Exactement. Et qui rencontrent du coup des difficultés, des blocages, des questions, et qui viennent me voir pour qu'on puisse co-construire ensemble une solution ou une sortie de ces situations-là qui leur conviennent. Ok. Donc j'imagine que tu es à ton compte ? Oui. Et je n'exerce pas à temps plein, puisque j'avais également mis ça dans mon mail. J'ai 2 activités. Cette activité-là, elle est rémunérée. Et je consacre un temps officiel à ma propre parentalité. Et de fait, je dépends aujourd'hui, du moins financièrement, de mon conjoint. Ce qui est un grand virage dans ma vie. Parce que jusque-là, ça n'a jamais été le cas. Alors, jusqu'à il y a 3 ans, c'était inenvisageable pour moi. Et je pensais vraiment que ma vie, voire ma survie, dépendait du fait que je gagne mon argent. On a plein de choses à... On a plein de choses à se dire. En 5 minutes, voilà à peu près ce dont on va causer. On va causer de plein d'autres choses parce que tu m'as envoyé plein d'infos dans le mail. J'ai fait « What the fuck ?» C'est très intéressant. T'as l'air d'avoir une vie très, très bien remplie, même si t'as que 35 ans aujourd'hui. Voilà. Mais si t'écoutes les épisodes, tu sais très bien, la première question que je pose, c'est en fait, si je te dis argent, qu'est-ce que ça évoque pour toi ? Et du coup, j'avais pas réussi à répondre à cette question avant de me projeter dans ma propre interview. J'ai pensé au mot dépendance, auquel je peux accrocher indépendance, interdépendance, contre-dépendance, mais j'ai pensé à dépendance. De la dépendance à l'argent, tu veux dire ? Oui, disons que l'argent, j'avais l'impression que l'argent allait pouvoir m'offrir l'indépendance de mes parents, par exemple, ma liberté par rapport à mes propres parents. Et aujourd'hui, je me rends compte que ma réussite ne tient pas à l'argent que je gagne, mais qu'aujourd'hui, je dépends de mon conjoint, en tout cas de ses revenus. Donc il y a un truc comme ça autour de la dépendance. Mais c'est une définition que tu as aujourd'hui à l'instant T par rapport à à ton parcours de vie, quoi. Oui, c'est ça. Oui, c'est une réponse très personnelle par rapport à mon histoire. Oui, puis par rapport à... C'est très timé aussi, parce que potentiellement, dans 3 ans, ton activité a explosé. Tout à fait. Et même à mi-temps, je suis financièrement indépendante. Enfin, mi-temps, le temps que je consacre aussi à cette activité rémunérée va changer avec l'âge de mes enfants. Oui. Et à un moment donné où tes enfants, ils vont dire « Fous-nous la paix ». Ils ont quel âge aujourd'hui ? 18 mois et 4 ans. Okay. Donc, on est sur des bibous. Oui, c'est ça. T'as encore 2-3 ans avant qu'ils viennent t'envoyer bouler, quoi. Ok. L'autre question, c'est est-ce que t'as un souvenir d'enfance, c'est ton premier souvenir, en fait, par rapport à l'argent qui te revient ? Alors, en termes de timing, je sais pas du tout si ce sera le premier, mais c'est vrai que j'ai ce souvenir de mon grand-père qui avait plein d'argent en espèces sur lui et qui sortait les billets comme ça. Et je me disais, waouh, c'était, c'était des francs à l'époque et je sais pas du tout, je me rappelle pas du tout la valeur des billets, mais j'avais vraiment cette image de mon grand-père, il est plein aux as. Parce qu'il avait de l'argent liquide, en fait. Si ça se trouve, il est pas plus plein aux as que quelqu'un d'autre, mais il avait cet argent dans la main. J'ai cette image-là. Il t'en donnait un peu ? Il te faisait un peu croquer, ou alors c'était juste pour lui ?
Alors, il me donnait pas les billets, mais c'était quelqu'un de généreux avec moi. Je sais que quand on était avec lui, on faisait plein de trucs qui coûtent de l'argent. Donc, il s'en servait, oui. Il s'en servait à notre bénéfice. Il le gardait pas que pour lui. Non, c'est vrai. Pour son propre plaisir ou je sais pas quoi. Oui, non. Et qu'est-ce que ça t'évoque, en fait, le fait que ce grand-père, il avait plein d'argent liquide sur lui? Moi, j'avais peur qu'il se le fasse tirer. Ok. J'ai jamais de liquide, moi, par exemple. Et en même temps, j'ai mis du temps à adopter le sans contact, parce que j'avais peur qu'on me tire mon argent, du coup, sur ma carte, tu vois. Ah oui, il y a des mecs dans le métro, là, qui font ça avec des... Oui. Ok. Donc, t'avais peur de ça? Oui, j'ai pas activé mon sans contact avant très longtemps, parce que j'avais peur de ça. Donc, oui. J'ai peur qu'on me vole mon argent. J'en avais pas forcément conscience, mais c'est possible. Est-ce que t'as un souvenir où tu t'es fait voler de l'argent quand t'étais gamine ou même plus tard? Non, j'ai pas de souvenir là. Mais j'ai en revanche cette idée-là que l'argent, tu peux le perdre. C'est pas un acquis. Et c'est aussi pour ça que j'avais cette idée de gagner cet argent pour moi. C'est que si tu dépends de quelqu'un d'autre, que l'autre s'en va, tu peux te retrouver sans rien si t'as pas ton argent. Et que tu peux être riche à un moment, pas à un autre. Donc je pense que ça peut être ça le parallèle. Et t'as cette peur de te retrouver sans rien, comme tu dis? Je n'ai plus cette peur. Ok. Mais ça a été une peur qui t'a... C'est une peur qui m'a été transmise et que j'ai rendue. Par qui? Par ma maman. Ok. Ma maman m'avait dit, en plus, il y a ce côté, tu es une femme, c'est pas parce que tu auras des enfants, si tu as des enfants, c'est pas parce que tu as des enfants qu'il faut t'arrêter de travailler, qu'il faut faire confiance à ton conjoint aveuglément. Donc tu vois, je l'ai bien rendu parce que c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Mais ça venait de sa propre histoire à elle? Ça venait de l'histoire familiale. Alors mes parents sont toujours en vie, sont toujours mariés, mais elle a une sœur qui a eu une expérience. Elle a élevé ses enfants, elle s'est consacrée à sa vie de famille et qui a eu un divorce difficile. Et c'est vrai que ça a activé chez ma mère énormément de peur et qu'elle m'en a parlé et il y a vraiment eu ce truc de... Alors que dans son couple, ça se passait bien? Dans son couple, a priori... ils sont toujours ensemble, ils travaillent tous les deux, ils ont un toit au-dessus de la tête, donc a priori tout va bien, oui. Et tu en as déjà reparlé aujourd'hui adulte de ça, ou c'est un truc dont tu te rends compte là maintenant? Non, je lui en ai pas reparlé. On parle de tout un tas de trucs, donc on n'est pas arrivé à l'article, au chapitre argent. C'est souvent le dernier. Oui, c'est pour ça. Alors qu'en fait, en vrai, ça devrait être le premier parce que ça recoupe tellement de choses, comme tu dis. Ça recoupe plein de choses. Donc non, je lui en ai pas reparlé. Je sais que en revanche, je me suis sentie un peu obligée de justifier nos choix de vie actuels, le fait que je me reconvertisse, le fait que je passe par cette phase où c'est moi qui m'occupe. Alors, ça n'enlève rien au père de mes filles, hein, qui est très présent, mais on a fait un peu j'ai ce titre de chef de projet, quoi, qui a été conscientisé et qui a une valeur aussi, même si c'est pas rémunéré, c'est du temps. Et donc, je sais que j'ai senti l'obligation un peu de me justifier auprès de ma mère. Je fais ce choix en conscience, donc viens pas me reparler de tes peurs à toi. Et comment elle a réagi sur le moment? Je pense j'ai la croyance qu'elle ose pas trop me poser des questions. Que si elle en a, elle les garde pour elle. Mais ça m'étonnerait qu'elle en ait pas. En tout cas, elle m'en a pas posé directement. Ok. Mais tu penses qu'il y a un peu peut-être du non-dit entre vous à ce sujet, quoi? Je pense qu'elle se pose des questions. Tu crois qu'elle a peur pour toi? Alors, la chance, c'est qu'elle adore mon mari, elle adore son beau-fils, et je crois, encore une fois, c'est la croyance, hein, j'en ai pas parlé avec elle, qu'elle a confiance en lui. Donc ça doit changer pas mal de choses. Et puis moi, je suis passée du salariat à ce projet de passer à mon compte aussi parce que j'ai fait un burn-out. Donc du coup, je pense qu'elle a mesuré aussi que j'étais passée par une phase difficile, que là, je passe par une phase de reconstruction et que du coup, ça a peut-être contextualisé ses peurs et peut-être que ça les a aussi, qu'elle a aussi fait la part des choses entre mon histoire à moi et l'histoire qu'elle se raconte. Tu lui as parlé de ton burn-out? Tu as partagé Elle le sait, oui. Ouais, je veux dire, c'est pas un truc que tu as vécu dans ton coin et que... Non. Ok.
Non. Ok. Mes parents habitent Lyon, donc si tu veux, ils l'ont pas vécu en direct. Ils n'ont pas compris à quel point c'était difficile pour moi à ce moment-là, mais ils ont été très présents après. Okay. Donc ils le savent, oui. Ok. On va en reparler. Et ton père, là-dedans ? Par rapport à moi, à l'argent. Ah oui. Oui, enfin, c'est quoi sa vie d'où... Il travaille dans l'immobilier de bureau. Il a fait des études de droit et puis il a fait différents. C'était un peu un slasher. Il les faisait pas en même temps. Il les faisait pas en même temps, mais il a fait plusieurs. Pour sa génération, il fait partie des gens qui ont changé de métier. Il a pas fait carrière dans une seule boîte. Et c'est vrai que lui, il a participé aussi à l'idée que l'argent n'était pas un acquis, que il fallait vraiment mettre de côté au cas où, c'est ce fameux au cas où, et que ça vient, ça part, il faut construire dans la durée. Donc j'ai perçu un certain stress par rapport à l'argent, que c'était pas complètement détendu. Ok. T'as la sensation que ça t'a aussi construit, toi Oui. Dans ton rapport actuel, quoi. Oui. Ok. Ils ont bien gagné leur vie, tes parents ? Ils gagnent bien leur vie. Ils gagnent bien leur vie toujours. Alors, je juge, parce que ça veut dire Tu quoi ? sais pas ? Alors, je sais à peu près combien ils gagnent. Je sais aussi quel patrimoine ils ont. Donc, ça donne aussi un niveau de vie. Ça donne des indications. Vous en parlez ? On en parle. Okay. Pas forcément de chiffres, mais... C'est jamais de chiffres. Oui, c'est ça. mais des ordres de grandeur, j'en ai. Je sais, et c'était pas des discussions, c'est des trucs un peu pris à la volée, tu vois. C'est pas quelque chose qui est. Il n'y a pas eu un conseil de famille ? Non. T'as des frères et sœurs ? J'ai un frère qui est plus jeune que moi. Ok. Et qui, tu pourrais presque l'avoir. Il est intermittent du spectacle, donc yes. le rapport à l'argent c'est un sujet. Mais donc c'est vrai que c'est un sujet dont on parle. En plus, j'ai des grands-parents qui ont fait des donations de leur vivant. Donc il y a eu des histoires de tes grands-parents te transmettent, qui sont passées plus par mes parents. Mais t'avais des sommes ? Enfin, t'avais une idée des sommes. Là, pour le coup, t'avais une idée de la somme. Alors des sommes totales, non. Je sais combien moi j'ai touché parce que j'ai eu une donation. Ok. Mais je sais pas si c'était réparti équitablement entre mon frère et moi, oui, parce que ça, pour le coup, on en parle. Mais avec le reste, les autres, avec les cousins, les tantes, les oncles, je ne sais pas. C'est dingue, hein, quand même. Oui. Parce que si tu regardes objectivement, c'est pas si grave, quoi, tu vois. Non. Mais c'est juste, on met jamais de chiffres. Tu vois, de la même façon, tu sais qu'il y a un patrimoine immobilier, mais tu sais pas quelle est la valeur, par exemple. Et alors, je complète, parce que j'aimerais pas leur enlever un truc ils me transmettent, c'est que j'ai une mémoire des chiffres qui est absolument catastrophique. Et que, par exemple, si tu me demandes combien gagne mon mec là aujourd'hui, je l'ai su, mais je peux lui demander 3 fois par an, mais au fait, tu gagnes combien ? J'ai l'ordre de grandeur, mais j'ai une mémoire sur ça qui est catastrophique. Moi-même, je pense que je ne m'attarde pas sur les chiffres. En ce qui concerne l'argent ou tous les chiffres ? Non, tous les chiffres, les anniversaires et tout, c'est pareil. Ok. J'allais dire, peut-être que c'était juste concernant l'argent. Ouais. Je fais un blocage, mais sinon tout le reste... Non, je crois que c'est les chiffres, les maths. Non, c'est plutôt général. Ok. Comment t'as la sensation d'avoir grandi, toi, au sein de cette famille et d'aller vers quelles études ? C'était quoi un petit peu ta projection, tu vois, de te dire, ok, moi, par rapport à tout ça, j'ai envie d'avoir un métier où je gagne de l'argent, ou alors forcément, c'est pas forcément mon moteur, etc. J'ai le sentiment de ne pas avoir choisi. Ok. J'ai le sentiment d'avoir... je vais te donner une phrase toute simple qui va illustrer ce que je dis. Quand, autour du bac, je sais plus quand est-ce que tu fais tes choix sur l'après-bac, je pense que c'est en terminale, j'ai évoqué, c'est-à-dire que c'était pas très mûr chez moi, mais évoqué l'idée de faire une classe préparatoire littéraire. Mon père m'a répondu, est-ce que tu prends l'option chômage avec ? Parce que pour lui, c'était pas envisageable, c'était selon lui, selon son système de représentation, c'était pas ce qu'il souhaitait pour sa fille, c'était pas rassurant, c'était pas... J'en sais rien. Cette punchline est dingue, quoi. Exactement. Donc j'ai même pas pu en fait aller explorer vraiment ce que je voulais faire et ce pourquoi j'étais faite. J'ai pris un truc qui allait pas. Finalement, j'ai fait mes choix d'études par rapport à mon amour pour les voyages. Donc j'ai fait le choix de préparer une école de commerce mais avec un IUT. Je voulais pas faire de prépa, notamment parce que je voulais faire des petits boulots à côté
Et qu'en prépa, on me disait, il faut que tu travailles. Donc j'ai choisi l'IUT et les concours parallèles. Les petits boulots pour le travail ou pour l'argent, pardon, ou pour l'expérience professionnelle? Alors l'IUT, c'était pour l'argent. Ouais. Et ensuite, en école de commerce, j'ai choisi l'alternance pour pouvoir être indépendante financièrement, ne pas tout demander de mes parents. Ils m'ont aidé à payer l'école, mais pendant mon alternance, je pouvais payer mon loyer, je pouvais remplir le frigo, etc. On va en reparler, mais juste avant ça, j'aimerais que tu m'expliques, c'est quoi le truc que tu voulais faire ou pour lequel tu étais destiné pour aller en prépa littéraire? Alors j'étais dans l'exploration, je ne sais pas si j'avais une idée particulière. C'est ce que tu as dit, hein, tu vois, je répète tes mots. Hein. Oui, j'étais dans l'exploration de et si je faisais une prépa littéraire, on m'a directement répondu ça. Donc si tu veux, j'ai même pas pu mener ma réflexion à terme. Aujourd'hui, en tant que coach parental, et je me forme à devenir psychothérapeute, je pense que je suis dans ce qu'on appelle la zone de génie. Je suis vraiment dans ce que... Je sais pas ce que c'est la zone de génie. Tout le monde a une zone de génie. Okay. C'est la zone où c'est un peu une autre manière de dire ta vocation. C'est quelque chose pour lequel c'est accessible pour toi et où tu arrives à avoir naturellement des appétences pour le faire. Ok. Et donc, tu as l'impression là où tu es aujourd'hui, que tu es dans ta zone de génie, en tout cas. Oui. Ok. Non, je sais pas, comme tu me disais, c'est un truc qui m'était destiné, tu vois. Je me disais peut-être que tu as... J'ai dit que quoi, m'était destiné ? Écoute, je crois que alors j'ai plus les mots exacts, hein, mais je crois que tu as dit, c'est un truc vers lequel j'avais envie d'aller, tu vois. Et limite comme si c'était un appel, quoi, tu vois, cette prépa littéraire. C'est pour ça que je me disais, je réécouterai, hein, mais ou tu réécouteras aussi, mais je crois que tu as vraiment prononcé des mots pas anodins, quoi, tu vois. D'accord. Qui allaient un peu au-delà de juste j'explorais pour voir, quoi. Ouais, je réécouterai, c'est intéressant. Mais pour le coup, c'était... Enfin, j'ai pas conscience s'il y avait un métier ou un truc que je rêvais de faire avec la prépa littéraire. J'aime bien lire et du coup, je trouvais ça cool. Je me suis dit... Enfin, j'avais ce cliché, j'étais en éco, en plus, j'étais en SES. Ouais. Mais j'avais un peu ce cliché de prépa littéraire. J'allais lire des trucs, j'allais peut-être devenir journaliste. Peut-être le journalisme que j'avais en tête à ce moment-là. Ok. On parlait d'indépendance financière là juste avant que je revienne sur ton exploration. Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, d'aller le plus vite possible vers une forme d'indépendance financière vis-à-vis de tes parents ? J'ai perçu le message, je sais pas si je l'ai entendu comme ça avec des mots, mais en tout cas je percevais le message de à la maison c'est nos règles. Si tu veux faire tes trucs, tu les feras quand tu seras majeur et quand tu gagneras ton argent, quoi. Donc les choix personnels que je pouvais faire dépendaient de mon autonomie et de mon indépendance financière et de mon âge. C'était les deux trucs. Et t'as la sensation que... Mais donc ça n'avait rien à voir avec l'argent ou... Parce que tes parents ne voulaient pas te payer forcément un appart, c'est ça ? Non, mais tu vois, je pense même avant ça, j'ai accepté des babysitting dès l'âge de 11 ans parce que je voulais pouvoir avoir ce pouvoir personnel, en fait, de dépenser de l'argent ou de le garder, enfin, de faire des choix sur ma vie, d'avoir de la maîtrise sur ma vie, en fait. 11 ans. 11 ans, c'était des babysitting dans le même immeuble, il y avait un cadre, mais et en plus j'étais très mal à l'aise avec les enfants, donc je le faisais vraiment pour l'argent. Dit la coach parentale. Oui, bon, écoute, hein, on n'est pas. On se pige. Franchement, je te blâme pas, quoi. Oui, mais t'en as un qui aiment les enfants, qui aimaient déjà les enfants. Oui, c'était pas mon cas. T'as des mamans ou des parents ou des pères d'ailleurs qui sont gaga depuis plus jeune âge, quoi. Ok, et t'as la sensation, mais en fait, t'as pas vraiment répondu à ma question. Est-ce que tes parents de ce fait-là te disaient en fait on veut pas te payer ton indépendance ? Non, ils le voulaient, mais du coup j'ai l'impression que ça leur donnait le droit de dire ce qu'ils pensaient de ce que je faisais et de juger qui j'étais et ce que je faisais. Indépendance totale donc. Oui. T'as la sensation que ta mère t'avait déjà raconté toutes ces histoires avec ta tante, etc. Ça vient de là en particulier ? De là et de leur modèle éducatif qui était t'es chez moi, c'est mes règles. Quand tu seras plus grand et que t'auras ton argent, tu feras tes affaires, quoi. Mais avant ça... Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller vers de l'indépendance ?
aussi vite, aussi fort? Ouais, je pense, cette envie d'éloignement. Même, tu vois, j'ai fait plein de voyages, donc j'avais vraiment envie de m'éloigner physiquement et mentalement. Je pense, j'avais envie de me découvrir qui j'étais en dehors de cette cellule familiale et en dehors de cette culture familiale. Ok. Tu disais que tu as fait des études en rapport avec les voyages. Ta passion pour les voyages, c'est ça? Enfin, j'ai fait des études compatibles avec mes envies de voyage. J'ai fait une école de commerce, donc et l'IUT, j'avais des stages dès le premier été, dès la fin de la première année. C'était la période Erasmus, donc j'ai fait ma 2e année d'IUT en fait en Angleterre. Mes stages, d'ailleurs, mon père, dans ce truc de tu feras quand t'auras ton argent et tu feras tes choix. Mon premier stage d'IUT, je l'ai fait à New York. J'étais pas majeure là-bas. Et j'ai payé mon billet, j'ai trouvé mon stage, j'ai tout fait toute seule. Et il ne m'a pas cru jusqu'à ce qu'il m'emmène à l'aéroport et qu'il me dise « Oh putain, ma fille de 19 ans part 3 mois aux US dans un pays que je connais pas. » Il te croyait pas? Je pense qu'il se disait j'ai le temps, tu vois, s'il le fait, elle le fera peut-être dans son cursus, mais tu vois, elle va pas le faire alors qu'elle a bac+1. Et tu lui as pas expliqué que t'étais en train de, enfin, tu vois, que t'avais réservé ton billet et tout? Oui, je crois qu'il l'a pas réalisé. Si, je lui disais, tu vois, mais je pense qu'il l'a pas réalisé et il m'a vraiment dit le jour où t'as pris cet avion, ça m'a fait bizarre, quoi. Je me suis dit putain, elle l'a fait, quoi. C'est la petite qui quittait le nid, quoi. Ah oui, un petit peu, oui. Ok. Et donc, tu décides de travailler dans le tourisme, c'est ça? Alors, je choisis, oui et non. C'est-à-dire que voilà, suite de choix, suite de voyage, j'arrive... mon premier boulot, effectivement, je voulais qu'il soit à l'étranger et j'avais déjà fait mon alternance dans le groupe Accor, donc dans le tourisme. Et donc, première expérience pro, je retourne à New York, pas en stage cette fois, et je bosse au Sofitel de New York. J'ai une expérience incroyable pro là-bas, puisque aux États-Unis, en termes de mentalité, on n'est pas aussi fixé sur le nombre d'années d'expérience, sur le diplôme. Et on me dit juste... c'est un ami d'amis qui me dit qu'il y avait un job de manager dans cet hôtel-là, manager VIP, donc qui consiste à accueillir les clients dits VIP et... synchroniser toutes les équipes pour que le séjour du guest VIP se passe bien. Et j'ai l'entretien, ça passe en termes de relations clients, je colle au profil qu'ils cherchent et ils cherchent pas plus loin en fait. Ils disent tu commences lundi et puis si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis. Mais donc on me donne un job que je n'aurais jamais eu en France. Ok. Donc tu vis dans Manhattan? Oui. C'est ton premier job? Oui. Ah oui, c'était dingue. T'es payé combien à l'époque? Je suis payé $3,000. Ok, c'est pas beaucoup pour vivre dans Manhattan. Alors c'est $3,000 déclarés et j'ai des tips. Ok. C'est pas... Effectivement, hein, moi ça me semblait énorme en arrivant parce que par rapport à un salaire français, c'est vrai que les loyers à Manhattan sont très chers. J'étais en coloc, on était en multi-coloc, hein, on était... Mais à l'époque... T'avais quel âge? J'avais 23 ans, 24 ans. Okay. Donc moi, ça m'allait. C'est le bon plan. Oui, c'est clair. Ok, comme dans les séries, quoi. Exactement. Ma vie était une série. Et t'as des tips? Oui. En cash, donc? Ouais. Comme ton grand-père? Comme mon grand-père. C'est un truc de ouf. Ça boucle. Ça boucle. Et du coup, je dépense cet argent en priorité par rapport à celui qui est sur mon compte pour ne pas qu'on me le... qui disparaisse. Ah, qu'on te le vole. Oui, c'est ça. Bien sûr. Ouais, oui. Ok. Et c'est une grosse partie, j'imagine, de tes revenus, parce qu'il y a vraiment une vraie culture du tips. Enfin, pour les gens qui ne savent pas, aux États-Unis, il y a une vraie culture du pourboire, quoi. Oui, alors je suis pas... déjà, j'ai des clients français qui sont pas toujours dans la culture du tips. Oui, on les voit, les serveurs, quand ils voient que t'es français, ils insistent pour dire, en fait, frère, il faut que tu me mettes autant. C'est ça. Parce que sinon, on n'a pas la culture, justement, du pourboire, quoi. Et en plus de ça, c'est très variable comme revenu.
Et c'est pas comme dans un restaurant où effectivement, comme tu le disais, dans l'addition, il y a vraiment un truc culturel avec une ligne. Donc c'était très variable. Mais je pense que j'avais entre 500 et 1000 $ de tips par mois. Ok. Donc ça rajoute quand même jusqu'à un quart du salaire total. C'est énorme. C'est pas mal. Et j'avais quand même pas mal d'avantages en nature. Vu que on était un hôtel plutôt luxe, il y avait un concierge, donc je sais pas, un client qui prend pas ses tickets pour Broadway, qui les veut. T'avais quand même pas mal de choses autour, et puis même les autres hôtels, quand ils savent que tu travailles dans un hôtel, tu vas boire un verre à l'hôtel d'à côté, t'es pas soumis au même tarif. Ouais. T'as pas mal de trucs qui font que mon niveau de vie était carrément sympa. Tu le dis avec un grand sourire. C'est limite. Oui, c'est un très très bon souvenir. New York me manque encore beaucoup. Encore aujourd'hui ? Ah oui. Ok. Oui, c'est clair. Et j'y suis retournée après. Dans d'autres expériences pro, j'y suis retournée. Tu côtoies des VIP ? J'imagine des gens très riches ? Oui, ou très qui ont du pouvoir. Très prestigieux. Oui. Dont... c'est le moment de me raconter. Ouais, c'est le moment de te raconter. Tu me l'as teasé dans le mail, j'étais là, que se passe-t-il ? Oui, en fait, moi, j'ai commencé à bosser en 2010. Et en fait, ce qui m'a fait quitter New York, clairement, c'est l'affaire DSK. Que j'ai reçue au Sofitel et qui m'a fait vivre une montée de stress énorme. Puisque je l'ai accueilli le jour de son arrivée, le vendredi, c'était un week-end où je bossais. Parce que du coup, mes horaires, c'était un peu n'importe quoi, pour le coup. Et je travaillais aussi le jour où il est reparti, et le dimanche, le jour où les journalistes ont envahi l'hôtel après qu'il se soit fait arrêter. Et pendant des mois, comme j'étais témoin du coup dans cette affaire, je n'avais le droit de communiquer dessus à personne. Je ne pouvais pas en parler, ni à ma famille, ils étaient allés... les enquêteurs qui m'avaient interrogé, ils étaient allés jusqu'à tracer ce qui était les messages que j'avais un BlackBerry à l'époque, les messages que j'avais envoyés à mon mec qui était déjà ton mec dans ma vie, voilà, qui était déjà mon mec. Et du coup, il m'avait vraiment fait peur en disant là, tant que l'affaire n'est pas clos, tu peux pas en parler. Et ça a été très très lourd à porter. Les journalistes, eux, cherchaient aussi à avoir des gens comme moi qui puissent faire des témoignages. Donc ce qui m'a sauvée, c'est cette histoire de coloc. C'est que quand je suis arrivée au Sofitel, j'avais déclaré une adresse et qu'ensuite j'ai changé de coloc, machin. Donc les gens ne savaient pas vraiment où j'habitais. Mais les autres témoins, on allait les chercher en bas de chez eux, on allait les intimider, on allait leur faire des trucs et tout. Enfin, c'était une période qui a été très très chargée en stress. Et ça, au bout d'un moment, c'est vrai que je me suis dit, l'hôtellerie, c'est génial. Enfin, c'est vraiment une vie à 2000 à l'heure avec de nombreux avantages et le sourire que je t'ai partagé. Mais t'es pas dans la vraie vie, quoi. Oui, puis là, c'est quand même particulier. Je veux dire, c'est pas comme s'il y avait une affaire comme ça tous les 3 mois, quoi. Oui, c'est particulier parce que tout le monde l'a su. Mais en vrai, le quotidien dans un hôtel de luxe, t'as des trucs hallucinants tous les jours. Donc c'est quand même... Soit tu m'en dis trop, soit je t'en dis pas assez. Soit tu m'en dis pas assez. Alors, je sais pas si tu le garderas au montage, mais il y a un exemple que je donne pour illustrer ça, c'est qu'un jour, on a quand même dû faire venir une société de nettoyage spéciale parce qu'un mec avait repeint tous les murs de la chambre avec de la coke. Quoi ? Ok. Donc, mon quotidien, si tu veux, il était dans des trucs qui n'avaient... que moi, je trouvais ça super excitant. Mais c'est une vision du monde qui est très particulière. Ouais. Donc, tu restes vivre combien de temps là-bas ? Presque 2 ans et demi. Ok. Ouais, c'est ça, je rentre début 2012. Ok. Sans travail. Ok. Et là, je pense, on m'a mis dans la tête qu'en école de commerce, t'as ton diplôme, tout le monde cherche des gens comme toi. En plus, j'avais quand même managé une équipe au Sofitel, j'avais quand même appris énormément de choses. Donc, je commence à envoyer mes CV pour retrouver un job, et j'ai plein d'entretiens. Donc, je suis hyper contente, même pour des choses qui ne seront pas exactement collées au boulot que je voulais faire. Je voulais justement quitter l'hôtellerie et l'opérationnel. Donc, je suis hyper contente d'avoir des entretiens. Sauf que on ne me parle que de DSK. Et on ne veut que ma version de l'histoire de DSK en entretien. Attends, tu veux dire que ces entretiens-là, ils étaient juste
Mais parce qu'en fait, les gens t'avaient repéré, ils savaient qui t'étais. Sur mon CV, t'as la ligne Sofitel New York en 2010-2011. Les gens se disent, elle doit savoir quelque chose, tu vois. Mais what the fuck. Oui, c'est particulier. Oui, donc tu te retrouves dans plein d'entretiens. Oui. Mais en gros, ils veulent pas ta candidature. Non, ils veulent pas vraiment ma candidature. Ils veulent juste interviewer et avoir les gossips. Pour l'image de toi-même, ça a été une période compliquée. Ouais, j'imagine. Ouais. Parce que de ce fait-là, tu te dis, bon, ok, donc j'ai a priori zéro compétence en dehors du fait d'avoir accueilli DSK ce jour-là, quoi. Exactement. Donc, compliqué. Et je prends le premier job qui ne me parle pas de DSK, en fait, en entretien. Mais ça a duré longtemps, cette période ? 4-5 mois. Ah ouais, quand même. Oui, quand même, ouais. Ouais. Ok, donc je le rappelle parce que peut-être qu'il y a des jeunes qui nous écoutent, oui. Tu sais, qui n'ont pas suivi l'histoire, mais donc en 2010, effectivement, DSK se retrouve accusé d'agression sexuelle sur une femme de chambre, c'est ça ? Et ça, parce que à l'époque, il était vraiment perçu comme le potentiel candidat de la gauche et a priori le gars qui allait gagner, quoi, parce que il était plutôt très très haut dans les sondages, etc. Donc bien sûr, ça a fait il se fait arrêter, tu l'as dit tout à l'heure, aux États-Unis. Ça fait dégringoler bien sûr sa candidature. Enfin, c'est tout un ramdam. Mais ça a été un truc qui a été un séisme politique énorme. Et c'était journalistique. Moi, ça a changé mon rapport aux nouvelles que je pouvais recevoir. Donc, je te disais, je pouvais pas parler de l'affaire. Et du coup, mais les gens me questionnaient quand même. Ma mère, mais attends, j'ai lu que. J'adore ça. J'ai lu que. Sauf qu'en fait, quand tu lis vraiment, les phrases sont conditionnelles. Ou alors, on cite une source qui aurait dit machin. Et en fait, ça collait pas du tout, moi, à ma version de l'histoire, par exemple. Donc, ouais, c'est... Et puis, j'en profite pour faire un peu de promo entre mes podcasts. J'ai interviewé une jeune autrice qui a sorti son premier bouquin qui s'appelle Mon mari et qui me racontait qu'en fait, les gens lisent et interprètent l'histoire en permanence en fonction de leur propre lecture. Ça m'étonne pas. Et même quand c'est une fiction et qu'en fait elle a vraiment fait en sorte d'écrire le truc, elle me racontait qu'il y avait une lectrice qui était venue raconter qu'il y avait un personnage qui était machin. En fait, pas du tout, à aucun moment. Juste elle avait ce truc-là. Et en fait, l'histoire, elle l'avait récupéré. Mais je crois que on fait exactement la même chose pour les news, quoi. Oui. On vient y mettre le filtre qu'on veut en fonction de nos propres trucs, quoi. Ok. Donc tu finis par trouver un job. Un job. Dans un cabinet de conseil SI. Je suis SI, système d'information. Système d'information. Donc plutôt informatique. Plutôt informatique, mais alors le lien quand même, c'est que je suis, ils appellent ça business developer. Je m'occupe de placer les consultants chez les clients. Okay. Donc c'est de la relation client, ça reste, c'est ça le lien avec le Sofitel. C'est un travail où je gagne très bien ma vie. Là, pour le coup, c'est des grilles. J'ai même pas eu à négocier mon salaire. C'est des grilles en fonction de ton école. Je sais plus quel était mon salaire exact, mais tous les ans, t'es revalorisé à au moins 10-15%. Je pense que c'est là où j'étais le plus proche du Sofitel. Tu vois, je devais être à 2500 €, un truc comme ça. C'était pour une sortie d'école, même si t'as bossé 1 an et demi, 2 ans, c'était quand même très, très attirant, attractif. Et je déteste ce que je fais. Mais à culpa pour tous ceux qui sont dans cette boîte et qui aiment, mais moi ça ne me correspond absolument pas. Bah, t'as le droit de détester, hein. T'es pas obligé de t'excuser. Ouais. Non, mais parce que tu vois, tu vois, c'est intéressant parce que du coup, comme j'étais bien payée, dire que j'aimais pas ce que je fais, c'est compliqué. Ah. Ok. On a donc un truc. Il y a donc un lien. Oui, donc tu veux dire qu'en fait, même si c'est un boulot qui te plombe, c'est dur pour toi de dire que t'aimes pas ton boulot parce que ton boulot est bien rémunéré. C'est ça. Oui, c'est vrai ça. Ok. Mais du coup, je remplis les caisses à fond. Les caisses de la famille, tu veux dire, parce que non, là, les miennes. Disons que je dépense pas tout ce que je gagne, tu vois. Je mets de côté. Ouais. Je mets de côté en me disant Vous vivez en couple avec non, on est dans 2 colocs séparés. Ok. Et parce que là, on est bien d'accord, t'es revenu à Paris. Je suis revenue à Paris dans l'histoire. Une coloc, etc. Ouais, de nouveaux colocs. Ouais, j'aime bien habiter en coloc, moi. Non, mais puis en plus, je trouve ça cool, moi, 25 piges et tout. Oui, exactement. C'est trop bien, quoi. Ok. Et sauf qu'à un moment, je me dis, je peux pas voir ma vie comme ça à plusieurs années. Enfin, là, c'est cool, mais et en plus de ça, petite anecdote personnelle, on rompt avec mon mec. À ce moment-là, on a une période de rupture.
On s'est engagé après différemment, mais là, il y a une rupture. Et donc, pendant cette rupture-là, je me dis, bon, c'était une rupture subie, donc j'étais un peu dans le mal. J'aime pas mon job. New York me manquait. Le voyage me manquait. Bon, il faut qu'il y ait un truc qui bouge. Et du coup, je pose 6 mois. Est-ce que c'est sabbatique ? Je sais pas. Enfin, je demande 6 mois. Et je pars voyager en solo. Et gros kiff pendant 6 mois. Je pars. Alors, c'est pas un tour du monde. J'ai pas fait le tour de la planète. Mais je suis allée en Asie du Sud-Est. Et j'ai fait 6-7 pays. Donc, à peu près 3-4 semaines à chaque fois en Asie du Sud-Est. Ok. Pendant 6 mois. Pendant 6 mois. Et toute seule, alors au départ, parce qu'en fait, je suis partie seule, mais j'ai fait des dizaines de rencontres et j'ai rarement été seule, en fait. Une fois que tu as terminé enfin, je sais pas, déjà, est-ce que tu peux me raconter un peu ce que t'as appris pendant ces 6 mois en Asie du Sud-Est ? Je crois que j'ai appris à lâcher prise. Les gens l'ont pas vu, mais t'as fait une grimace là, genre oh putain. Ouais, c'était pas gagné. Non, en fait, ça m'a fait penser. Tu me disais qu'est-ce que t'as appris ? Je réfléchissais à l'argent, machin et tout. Non, j'ai appris à lâcher prise. Et ce qui illustre. Ça va avec l'argent, hein. Oui. Et ce qui illustre bien ça, c'est que très peu de temps après mon voyage, j'ai perdu ma carte photo. Ok. En fait, j'ai très très peu de photos de ce voyage, alors que j'en ai fait plein. Donc j'ai lâché prise, quoi. C'est juste dans ta tête. C'était dans ma tête. Des souvenirs. Exactement. Ok. Et qu'est-ce que tu as la sensation pourquoi tu me parles de lâcher prise en particulier à ce moment-là ? J'étais loin de tout ce que je connaissais. J'avais plus trop de repères. Je savais pas trop ce qui allait m'arriver le jour d'après. Enfin, en gros, j'avais mes destinations qui étaient prévues avec les dates d'arrivée. Peut-être la première nuit de booker, puis après Okay. Et c'était c'était un gros contre-pied par rapport à tout ce que j'avais vécu avant, qui était plutôt programmé à la minute. Ok. Et il y avait un peu, par rapport à l'argent quand même, j'avais un budget de départ, mais il y avait un peu ce truc de dire il faut que je retourne bosser après. C'est pour ça que j'avais pas démissionné, j'avais pris ces 6 mois-là. Et j'espère qu'il va pas m'arriver un truc qui va faire que ça va me coûter un bras d'avoir fait ce choix-là. Et alors, au final ? Non, tout a roulé parfaitement pendant 6 mois. Et quand tu rentres, qu'est-ce qui se passe ? Généralement, ce que j'ai cru comprendre, c'est que les gens qui prennent 6 mois de congé sabbatique, ils reviennent, ils restent compliqué. 1 mois et après, ils se cassent parce qu'ils en peuvent plus, quoi. Alors non, je suis restée plus. J'ai dû rester 10 mois. Ok. Parce que, encore une fois, parce que je me disais que j'allais remettre de côté et que j'étais bien payée. Parce que là pour le coup, ça faisait peut-être... j'avais déjà eu une augmentation, donc si tu veux, j'avais vraiment un salaire qui me permettait de mettre de côté par rapport à la vie que je menais. Et en revanche, effectivement, je me suis dit, dès que je suis rentrée, je pense que j'ai dû commencer à postuler ailleurs, à chercher autre chose. Je voulais plus faire ce métier-là. Mais on ne me proposait que des choses comparables. J'arrivais pas à bouger et à faire autre chose. Donc j'ai fait le choix de reprendre mes études une première fois, parce que je le refais très régulièrement depuis. Et j'ai fait le MBA de l'ESSEC, une école de commerce en région parisienne, avec cette volonté et ambition de rebattre un peu les cartes sur le métier que je ferais, me représenter avec quelque chose de général, parce que le MBA, tu fais, c'est de la gestion, mais que ce soit du marketing, de la compta, tu fais plein de trucs. Et aussi, ça a une portée internationale et je voulais repartir à l'étranger. J'avais cette volonté-là. Ok. J'imagine que tu te payes ce MBA avec les économies que tu as pu faire, c'est ça ? Oui. Ça coûte cher, non ? Oui, c'est cher. C'est-à-dire qu'entre le manque à gagner, tu n'as plus de salaire et les frais de scolarité, c'est une année à 25-30 000 euros. Et alors, pour le coup, j'emménage avec mon mec. Et vous êtes réconciliés ? On s'est réconciliés. Parce que l'amour gagne toujours à la fin. Exactement. Pas toujours, mais... Dans cette histoire, elle a gagné. L'amour, c'est une fille, c'est un homme. Il a gagné, elle a gagné. Oh, c'est toi qui décides. On sait pas. Voilà. Tu le gères comme tu veux. Elle a gagné. Et du coup, on s'installe ensemble. Il se trouve que lui, il a fait l'achat d'un appartement, donc je suis chez lui et je ne lui paye pas de loyer. Donc en fait, ça permet aussi. C'est une première étape où il soutient finalement. Okay.
quelque chose chez moi. Non, j'allais dire la petite Marie là qui veut à tout prix avoir son indépendance. Oui, elle est déjà un peu mise à mal. Elle est quoi. un peu mise à mal déjà. Ouais. Et comment tu vis justement ça se passe naturellement pour toi ou? Oui et non. Disons que comme c'est son appartement et que lui est très gêné que je paye un loyer, ça m'arrange un peu. Enfin, ça m'arrange. Je prends en charge d'autres dépenses en me disant de toute façon, il allait habiter cet appart. Donc si tu veux, je suis pas en train de profiter d'un truc. On n'a pas pris un appart plus grand pour être tous les deux. C'est son investissement, c'est son appart. Donc j'arrive à être confortable dans le fait d'habiter sans payer le loyer avec lui. Et j'ai cette perspective de me dire, avec cette croyance qui s'est avérée fausse, qu'après le MBA, de toute façon, peut-être je gagnerai plein de fric, tu vois. Et que du coup, on rétablira un équilibre un peu plus tard. Et tu sais ce que ça m'évoque? Alors, je dis pas que c'est le cas pour vous, mais c'est, tu sais, ces couples où le mec investit dans le loyer, enfin, justement dans le crédit et investit dans la pierre, là où l'argent de la femme, entre guillemets, sert au quotidien et à vivre. Si bien que le jour où il y a une séparation, en fait, oui. La femme se retrouve potentiellement sans rien alors que elle a aidé, enfin oui. elle a contribué à faire en sorte que le couple survive, quoi, tu vois. Et on l'a conscientisé ça. Okay. Alors peut-être pas à ce moment-là, mais en tout cas quand on s'est mariés, on a décidé que tout ce qui avait été acquis avant restait à l'un et à l'autre, tout ce qui serait acquis après serait partagé, et on a mis noir sur blanc, notamment quand parce que du coup dans notre histoire on a déménagé pour son travail en Suisse, ce qui n'était pas mon choix, et on a continué plutôt à faire des choix qui soient aussi qui tendaient à ce que ce soit plus son activité professionnelle et donc son salaire qui soit mis en avant. Okay. On a conscientisé ça et on a mis sur tout ce qui, sous forme de testament en fait, okay. Que aujourd'hui c'était un choix et de couple, que de le suivre, que de faire ci, que de faire ça, que moi, aujourd'hui, je passe moins de temps à gagner d'argent parce que j'en passe à nous occuper de nos enfants, on l'a écrit. Et ça a été une discussion entre vous, d'où elle est venue de toi? Même pas. Ok. C'est lui qui, à un moment donné, s'est dit, ok, c'est déséquilibré, oui. Là, il y a un truc qui déconne? Oui, en fait, il est... Enfin, je sais pas s'il est admiratif, j'allais dire il est admiratif, mais j'en sais rien. J'ai l'impression, je me sens admirée par son... Ce qui est déjà vachement bien. Ouais, c'est ça. Et que du coup, il disait, bah là, on a plus tard, on a déménagé en Suisse pour son boulot. Et non, en fait, je raccroche les wagons. C'est qu'à ce moment-là, moi, j'avais une proposition de job à New York. Et c'est ce que je voulais, et on allait me proposer les papiers, etc. Et lui a eu cette proposition qui était difficile de refuser pour lui en Suisse, et donc on a vraiment dû se poser et se dire quel choix on fait, et si on fait ce choix-là, qu'est-ce que ça implique. Et donc c'était un renoncement pour moi, et il a complètement conscientisé que c'était un renoncement pour moi, et qu'on faisait un choix ensemble. D'accord. Il n'a pas dit je me casse, tu me suis ou tu me suis pas. Enfin, oui, j'imagine. Non, enfin j'espère en tout cas pour toi que c'était une discussion de couple, une décision prise à deux, quoi. Ça peut arriver, quoi. Même si tu fais toi un compromis à ce moment-là, que l'autre ait au moins conscience que tu es en train de faire un compromis aussi, quoi. Ok, donc vous avez mis noir sur blanc. Oui. Enfin, vous êtes mariés en communauté de biens ou pas de ce Alors ça y est, c'est ma phobie administrative qui va me rattraper. Oh merde, ok. Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est ce truc où ce qui a été acquis avant mariage et l'appartement qu'il a acheté avant qu'on se marie, c'est à lui. Et j'ai pas de préemption dessus. Après, tout ce qui se passera dans le mariage est partagé. D'accord. Donc, je crois que c'est ça. Hein, c'est la communauté de biens. Puis tu peux décider au sein d'une communauté de biens comment ça se répartit. Oui, ok. Je crois. Ok. Donc post-MBA donc. Post-MBA. L'argent coule à flot? Pas du tout. Pas du tout. Alors déjà, ça vient aussi s'entremêler avec notre histoire de couple. C'est que moi, je voulais retourner à l'étranger, pas lui. Et que là, par contre, je lui dis, si je fais mes choix par rapport à nous, il faut que nous soit définis. Il faut que nous, on puisse discuter au-delà du week-end prochain et qu'on soit d'accord que nos choix de vie se font ensemble. Et lui tenait à se marier. Donc, du coup, c'est cette année-là, après mon MBA, qu'on décide de faire
de nous engager, faire notre vie ensemble. Je l'espère encore, mais on verra. Et on s'engage, après mon MBA, on s'engage à faire notre vie ensemble. Okay. Et donc, je choisis de rester en France. Okay. Donc, je rate un certain nombre d'opportunités. Je ne sais pas si l'argent aurait coulé à flot, mais en tout cas, c'était un MBA qui était vraiment porté vers l'international. Et je rejoins, alors c'est assez drôle cette histoire, une start-up de conciergerie. Donc, on fait le lien avec l'hôtellerie, elle a été rachetée par le groupe Accor, je sais même pas ce que je peux dire, pas dire, mais en tout cas qui était, à mon sens, un peu une coquille vide. Donc avant la fin de ma période d'essai, je dis que je continuerai pas. Ok. Et tu faisais quoi là-bas? T'étais dans le commerce? Je m'occupais encore une fois des clients. Donc les clients, c'était des entreprises qui proposaient de la conciergerie à leurs clients. Donc par exemple Lexus qui proposait de la conciergerie à ses gros clients. D'accord. Et là, du coup, je fais un virage. Je rejoins, au-delà du projet, je rejoins surtout 2 fondateurs d'une start-up qui s'appelait Filigo, qui a fait faillite depuis, mais qui s'appelait Filigo et qui faisait des emojis pour les messageries en ligne. Ok. Donc un clavier de conversation de messagerie instantanée. Jusqu'au jour où Apple a décidé, Apple ou Google ont dit finalement on va l'intégrer dans notre truc. Ouais, c'est ça. Ah bah zut. Oui, c'est vrai que pour le coup il y avait 3 acteurs. Il y avait Filigo qui essayait en Europe, il y avait un Américain et un Japonais. Et en fait, en termes de levée de fonds et en termes économique, on n'avait pas du tout les mêmes moyens et on n'a pas survécu. Je dis encore j'ai Ah, t'y tiens? Une belle expérience. Okay. Je viens de me rendre compte que je dis ouais. Mais t'as bossé là-bas combien de temps? J'ai bossé là-bas jusqu'à 2 ans et demi. J'ai dû bosser là-bas 2 ans, presque 3 ans, ouais. Okay. J'étais enceinte quand l'entreprise a fait faillite. D'accord. Donc là, du coup, j'étais vraiment enceinte de 7 mois et demi, 8 mois. Donc pour retrouver du boulot, c'est pas idéal. De ce fait-là, t'as mis au monde... Voilà, j'ai eu mon premier enfant et je tenais absolument sur ce fil rouge de gagner mon argent. Je supportais pas d'être au chômage à ce moment-là. C'était très très compliqué pour moi. Pendant ce qui pouvait être ton congé mat, ceci dit? Oui, alors il y a eu une partie congé mat, mais en fait, ma fille a eu des spécificités et des soucis de santé qui ont fait que j'ai recommencé à bosser. Elle avait 1 an. Ok. Mais cette période-là, je l'ai très très mal vécue. Je me forçais alors que j'étais épuisée à faire des entretiens d'embauche, à regarder tous les jours les annonces parce que on parlait de la peur que l'argent disparaisse. J'avais ce compte à rebours du chômage en me disant mais je vais jamais trouver. Alors que j'avais, je crois, 2 ans, 2 ans et demi, je sais pas quand. C'est 2 ans, je crois. Et en plus de ça, quand ton entreprise fait faillite, c'est un chômage qui est vraiment à taux plein, qui est vraiment intéressant en fait. Et j'avais vraiment cette trouille-là. Donc tu veux dire qu'en fait tu avais 2 ans de chômage et pendant cette année-là tu as été incapable de lâcher prise, on y revient, pour te dire ok, en fait j'ai 2 ans devant moi où je peux laisser reposer. Parce que tu avais peur de manquer? Je pense que là, tu vois, quand tu m'as reposé la question comme ça, je repense à la phrase de ma mère et j'avais peur de m'installer dans ce rôle de maman au foyer qui ne travaille pas. Alors que c'était pas du tout ton objectif. Non, c'était pas mon objectif, mais je me disais, si je m'accorde quelques mois où je pense pas au boulot, peut-être que ça va durer toute la vie. J'avais un peu cette urgence et puis un peu cette injonction, je pense, d'être sur tous les fronts, d'être maman, d'être au boulot, d'être femme d'eux, d'être amie d'eux. Ce que j'ai beaucoup déconstruit depuis, mais je pense qu'à ce moment-là, j'étais à fond dans ça. Il fallait que j'ai tout. Que je montre que j'arrivais à tout faire. Et t'arrivais à tout faire? Pas du tout. Pas du tout. Et c'est pour ça que je suis beaucoup plus heureuse aujourd'hui et que j'ai l'impression de réussir ma vie aujourd'hui. C'est parce que j'ai accepté parce qu'il y a tout le monde a son équilibre, mais que je peux tout faire, mais pas au même niveau. Et que ça demande des concessions, des choix, des réflexions. Et que c'est pas grave. Et que c'est ok. Que c'est complètement ok. Qu'est-ce qui se passe alors après cette start-up pour toi? Enfin, en tout cas, cette année de chômage où de ce fait-là, t'arrives même pas à profiter de ton chômage? Alors, donc pendant 1 an, c'est compliqué. Avec ma fille, j'ai très très envie de retourner au boulot parce que cette parentalité me prend beaucoup d'énergie. Donc je prends. C'est dur pour toi d'être maman la première année?
Je pense que c'est toujours difficile aujourd'hui. C'est juste que j'ai appris à surfer. Okay. Mais c'est pour ça que tu fais coach parental. Exactement. Alors oui, exactement. On vient souvent régler ses propres problèmes. Moi, si je fais histoire d'argent, c'est pas par hasard. Tout à fait. Non, j'en suis consciente. Et aussi pour être la personne que j'aurais aimé avoir à ce moment-là et que j'ai pas trouvé. Du coup, je prends un job alors que je ne dors pas. Vraiment, ma fille se réveille toutes les 45 minutes. Donc, je fais des siestes, tu vois. Donc, je suis en manque de sommeil total. Mais je veux. Où est le papa à ce moment-là? Désolé de te. Alors, il est là, évidemment. Cependant, j'allaitais ma fille. Elle refusait d'être sevrée. Ça, c'est une histoire de daronne. Elle refusait d'être sevrée et du coup, il avait beau essayer, elle n'arrêtait pas d'hurler. Si c'était lui qui y allait la nuit, il y en a aucun des deux qui dormait. Donc, au bout d'un moment, il y a eu ce choix de. C'est aussi une histoire pour histoire de daron. C'est aussi une histoire pour histoire de daron. Comment tu fais pour trouver ta place en tant que père à ce moment-là? C'est ça. Ok, très bien, ça n'est donc pas moi. L'enfant ne veut pas que je la nourrisse, parfait. Ouais, et encore, non, je pense que je parle d'allaitement, mais en fait, elle se nourrissait pas. C'était du contact, c'était de la sécurité, c'était. Mais bon, après, on a découvert en partie pourquoi. On est sur il y a eu du physiologique. Là, on fait des bilans autour de l'autisme. Il y a plein de choses qui mettent en lumière aujourd'hui ce qui a pu se passer cette première année. Enfin, ce qui se passe toujours. Je dis cette première année parce que je pense au job que j'ai repris, mais en fait, c'est toujours en cours. Et je reprends le boulot dans cet état-là d'épuisement déjà très, très avancé. Mais je le reprends parce que je veux pouvoir dire que je bosse et que je gagne mon argent. Et que c'est pas le chômage qui me soutient et que c'est pas mon conjoint. Donc, ça ne marche pas très longtemps. C'est là que tu fais ton burn-out? Exactement, quelques mois plus tard. Parce que je ne dors toujours pas. Cette première année, elle est terminée, mais en fait, je bosse la journée à fond et la nuit, je ne dors pas. Donc, il y a un moment où la machine s'arrête et où du coup j'accepte. Ça, c'est assez important pour moi. C'est mon conjoint qui me dit il faut que tu te fasses arrêter. Je voulais pas. Et tout le monde voyait que j'étais pas bien. Je voulais pas et il m'a dit mais il faut que tu le fasses avant que tu perdes l'image que tu veux donner au boulot, tu vois. Avant que tu pètes un plomb, que tu leur dises d'aller tous se faire voir ou que tu fasses une erreur avec un client, que tu fasses un truc qui va atteindre ta confiance professionnelle pour la suite, tu vois. Très bon conseil. Oui. Franchement, très très bon conseil. Mais toi, t'avais besoin d'aller jusqu'au bout? Non, du coup, je l'ai écouté. Ok. Je l'ai écouté, alors je l'ai pas écouté tout de suite, il l'a répété plusieurs fois, mais je l'ai écouté parce que à ce moment-là, c'est vrai que je me sentais en échec par rapport à mon rôle de parent. Je voulais pas me sentir en échec par rapport à ma posture pro. Donc j'ai fini par l'écouter. Et je me suis arrêtée. Et par contre, j'ai jamais vraiment pu redémarrer. Je suis retournée dans l'entreprise et on a discuté ensemble et on a négocié ma rupture conventionnelle. Et tu t'es arrêtée combien de temps? Je me suis arrêtée 6 semaines. Ok, c'est pas très long. Non, c'est pas très long. Ok. Moi, ça me paraissait long à l'époque. Quand le médecin disait non, je vous redonne 15 jours, j'étais en PLS. Mais Pourquoi t'étais en PLS? T'avais pas accepté que t'avais besoin de te reposer, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Et c'est terrible ça, putain. Et j'avais, en plus, comme c'était une fatigue générale, parce que maintenant je suis reconvertie et je vois que je retournerai jamais dans le poste que j'avais. Donc c'était pas que mon rôle de parent qui m'a mis en burn-out. Mais j'avais vraiment ce complexe de me dire on va dire que c'est la mère qui n'arrive pas à aller bosser, qui n'arrive pas à ce que sa fille dorme et qui n'arrive pas à machin et tout, tu vois. J'étais poursuivie par ce complexe. On va faire l'histoire de daronne, toi et moi. Je l'annonce d'ores et déjà. Comme ça, les gens qui t'écoutent. Je fais du teasing et puis on creusera. Mais j'avais vraiment ça. Ok. Je profite pour dire que je fais un nouveau podcast qui s'appelle Histoire de daronne pour les gens qui n'auraient pas suivi. Où j'interviewe des mères, voilà, pour parler de maternité. Ok. Donc tu finis par lâcher prise. Rupture conv, ça y est, la rupture conv, ça y est, là ça a lâché. Alors j'avais déjà commencé ma formation de coach parental, mais je l'avais faite, tu vois, un peu le profil perfectionniste. Je l'avais faite en me disant, ce sera pas mon métier, mais tout ce que je vais apprendre dans la formation me servira en tant que parent. What? Ouais. Ah oui, donc t'avais, ok. T'étais vraiment dans ce truc de besoin d'apprendre, Oui. Ok. Et donc du coup. Tu faisais ça à côté de ton boulot? Oui. Et à côté de ton enfant qui dormait pas?
Ouais. Et qui voulait à tout prix que ce soit que toi qui... Ok, très bien, très bien. Pour revenir à un truc monétaire, d'ailleurs... Personne folle un peu, pardon, non mais qu'est-ce qui se passe, Marie? Ça va mieux, je me soigne, je suis suivie. Mais c'est vrai que c'était une période charnière. Ok. Et quand je dis personne folle, j'ai envie de dire c'est très sympa de ma part. C'est vraiment. Tout à fait. On est sur une personne un peu excessive, quoi, qui a besoin de un peu passionnée. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est heureux sont les fêlés parce qu'ils laissent passer la lumière. Ça me parle, tu vois. Je laisse passer beaucoup de lumière. Ok. Et donc j'avais déjà commencé cette formation-là. Quand on me fait la rupture conv, je lâche prise. Et je me dis, je me concentre sur cette formation-là pour déjà retrouver l'équilibre familial. Sauf que assez rapidement, en enlevant le boulot, je me dis, mais en fait, je veux faire ça de ma vie. Je veux essayer de faire ça de ma vie. Je ne souhaite ce que l'on est en train de vivre à personne. Donc si, à mon échelle, je peux aussi aller aider des parents qui rencontrent des difficultés, go, quoi. Donc là, en termes de timing, on est au premier confinement. Et parce que je n'aime pas, j'ai la peur du vide, je crée ma page Instagram. Tu crées ta page Instagram en fait, ok. Est-ce que tu crées ta page Instagram parce qu'en fait, c'est vraiment une volonté que tu as d'aller développer cette activité professionnelle? Ou alors tu le fais en te disant on verra bien ce qui se passe? Alors, à ce moment-là, c'est un peu entre les deux. C'est que je veux tester ma légitimité à parler de parentalité, à m'adresser à des parents. Et du coup, c'est pas encore très mûr. Je vais commencer à faire... J'ai ouvert mes consultations 1 an après. Mais cette page Instagram, au début, c'est des témoignages de parents. Donc, je fais exactement ce que tu es en train de faire avec moi, avec des parents. Et je veux aller parler de toutes les parentalités. Parce qu'on parlait de privilèges tout à l'heure, donc de tout le système, et j'ai envie de vraiment aller explorer tous les sujets qui découlent de la parentalité. Et du coup, c'est aussi une posture d'écoute. Donc ça va me servir pour après, et je me teste sous cette c'est pas une excuse, mais sous ce rôle-là, ce rôle Instagram qui est pas encore professionnel, qui est pas, du coup on n'a pas... Je ressens pas encore de pression, d'attente particulière. Je demande pas encore d'argent pour ce que je fais. Donc, du coup, c'est une étape pour moi. Ok. Qui te permet de pouvoir te dire, ok, en fait, en vrai, c'est vraiment ça que je veux faire. Je me sens à ma place. Je sens que je suis bonne aussi dans... Je me trouve pas encore bonne. Ok. Mais je me dis, c'est ça que j'ai envie de faire. Donc, on va dans cette direction-là. Mais à ce moment-là, non, j'ai encore une trouille monstre d'aider des parents ou d'ouvrir des consultations. C'est pas encore mûr pour moi, mais cette année-là, il est toujours actif le compte, mais en tout cas la première année du compte m'a donné énormément de confiance. Tous les retours que j'ai eus des parents qui ont témoigné et qui ont dit ça me fait du bien de te parler, ou tiens, je m'étais pas rendu compte de ça, et puis quand je t'ai raconté, j'ai fait des liens et tout. Ça, c'est le bonheur de mon métier aujourd'hui, et du coup, ça me met en confiance. Ok. Comment t'en viens petit à petit à te dire, ok, en fait, ça pourrait être une activité professionnelle? C'est la directrice de ma formation qui, parce que toutes les personnes de ma formation, eux, ils veulent faire ça professionnellement, qui à un moment nous dit, là, c'est la période où je vais vous donner le feu vert, c'est-à-dire que tu finis pas ta formation, t'as encore du contenu à prendre, mais t'as une année où tu peux quand même recevoir des clients tout en terminant la formation. Et je lui dis non, mais moi, je passerai l'examen du feu vert. Enfin, c'est pas un examen, c'est un peu une discussion avec elle pour voir à quel point t'es mûr. On discutera plus tard. Moi, je veux pas faire ça maintenant. Et elle me dit ah mais non, en fait, t'as pas compris. C'est tout le monde qui fait ça maintenant. Et moi, je dis si tu peux ou si tu peux pas. Et pendant cet entretien-là, elle me dit mais non, en fait, toi, t'es prête. Il faut que t'y ailles. Arrête de tergiverser. On y va, quoi. Pourquoi tu tergiverses? Légitimité, crédibilité, tout ça. Ok. Il n'y a pas ce truc de burn-out qui traîne encore, de travail et tout? Si, certainement. Okay. Certainement aussi. Mais à ce moment-là, je mets sous le compte de... je suis pas légitime, peut-être je vais leur faire plus de mal que de bien. Je suis un peu là-dedans. Et aussi se demander, mais si j'y vais à fond, est-ce que je vais gagner ma vie avec ça? Okay. On revient, est-ce que je vais gagner mon argent? Et c'est là aussi où il y a des discussions avec mon mec, de dire, mais justement, parce que tu as fait un burn-out, est-ce que tu as envie de te mettre à fond dans un truc juste pour gagner ton argent, ou est-ce que tu peux pas aller à fond dans ce qui te fait du bien? Parce que pour le coup,
toutes mes formations me faisaient du bien, tous mes modules de formation me faisaient du bien, toutes les discussions avec les parents me faisaient du bien. Donc ça ramenait de l'énergie, ça ramenait quelque chose. Et du coup, quand elle m'a dit non, mais toi, t'es prête, tu peux y aller. Déjà aussi de l'entendre de quelqu'un qui représentait une crédibilité par rapport à ça, l'autorité. Je me suis dit allez, j'y vais. Et après mon deuxième client, j'étais lancée et voilà, c'est bon. Je savais que j'étais dans ma zone de génie. Ok. Comment t'en viens à... Alors, j'ai deux questions. Comment tu vis le fait que ton mec, j'imagine avec beaucoup d'amour et d'attention envers toi, t'incite à aller vers un job qui va peut-être pas te rémunérer ou moins te rémunérer, etc. C'est un truc dont tu prends conscience aussi, ou t'as des peurs qui ressurgissent par rapport à ça? Oui, on a beaucoup parlé de notre définition du couple, de la confiance, du long terme, de sécurité. Tous ces sujets-là, on en a parlé. Moi, j'ai eu besoin d'une soirée où je lui disais, mais si demain tu pars avec quelqu'un, je deviens quoi? Si demain, t'as un accident, tu meurs, je deviens quoi? J'ai eu besoin de faire tous les scénarios un peu catastrophes. Et j'ai eu besoin de vérifier que le fait que lui se mette à rapporter de l'argent, ce soit pas une position plus-moins, et que on soit vraiment sur un travail d'équipe. Parce que comme c'est l'homme et que je suis la femme, t'as aussi toutes ces représentations qui font que j'ai hésité à faire ce choix-là de peur de me mettre dans le rôle de la femme qui bosse pas ou qui bosse moins ou qui... Voilà, comme tu le disais, l'homme qui dépense et qui investit et la femme qui... Oui. Je vous invite à aller écouter l'épisode qui n'est pas encore enregistré, mais pas encore diffusé, mais qui le sera une fois que tu seras diffusé, avec Cédric et Noëlla, où on parle d'argent au sein de leur couple. Oui. C'est vraiment un truc que j'ai envie de développer aussi petit à petit. Là, c'est le premier qu'on va enregistrer ensemble, ça va être passionnant. Mais c'est vraiment un vrai sujet, je trouve. Cédric de Papatriarcat. Cédric de Papatriarcat, tout à fait. Qui m'avait accordé un témoignage. Je ne savais pas. Ouais. Oh mon Dieu, le monde est vraiment tout petit. Et qui, effectivement, je vois pourquoi ça va être intéressant de les entendre. Oh que oui. Très bien. Donc c'est un truc que tu as posé avec lui et sur lequel vous avez une discussion, et tu as la sensation qu'il a réussi à répondre à tes peurs, à tes appréhensions à ce moment-là. Et même aux siennes qu'il pouvait avoir, tu vois, de se dire... Il en avait aussi lui de son côté. Ouais, alors je sais pas s'il me l'a posé comme ça, mais être sûr aussi qu'il soit pas avec une nana qui reste avec lui pour l'argent, tu vois, qu'on soit aussi qu'on soit aussi au même niveau et ensemble pour les bonnes raisons. Donc oui, ça a amené beaucoup de discussions. Ok. J'ai vu que tu t'avais mis un point, parce que tu m'as envoyé un mail avec des mots-clés, et tu as mis un point patriarcat dedans. Qu'est-ce que tu veux me dire par rapport au patriarcat? C'est en lien avec tout ça, c'est se dire, moi j'ai été freinée dans ce lancement d'activité qui va prendre du temps, dans le fait aussi que on a décidé que nos enfants, tu vois, par exemple, les vacances scolaires, les mercredis après-midi, les sorties d'école, j'ai décidé de les faire. C'est des moments où, du coup, je ne consulte pas. Et même, soyons clairs, là, ça fait un peu plus d'1 an que je consulte. Je suis pas, toutes les heures où mes enfants sont gardés, je suis pas encore en consultation. Là, tu vois, je suis là avec toi aujourd'hui. Donc, c'était vraiment... Enfin, je vais pendant plusieurs années dépendre financièrement de mon mec pour 2 raisons. Parce que mon activité se lance, que je suis à mon compte et que ça met du temps avant de pouvoir gagner correctement sa vie. Et parce qu'il y a du temps qui est consacré à une activité non rémunérée qui a de la valeur. Ça a de la valeur de s'occuper de ses enfants. En tout cas, nous, on met de la valeur dans le fait que ce soit moi qui sois avec eux et pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne les chercher à la sortie de l'école ou qui soit avec eux pendant les vacances scolaires. Et ça, ça peut, ce choix-là peut être biaisé par le patriarcat, qui a un peu ce truc de le père au boulot, la mère au foyer. En fait, ce que je voulais dire par là, dans ce nuage de mots, c'est que ça peut aussi être un choix conscient, assumé et agréable à faire, et pas subi. Ok. Comment est-ce que tu as fait pour fixer tes prix? Très bonne question. Ouais. Alors déjà, j'ai plusieurs prix.
j'ai le prix qui est affiché sur mon site internet, qui est le prix officiel, qui est de 70 €. Ce prix-là, je l'ai fixé en comparaison à ce qui se fait à Paris dans des métiers comparables de coaching ou de thérapie brève. Et c'est le prix plutôt bas à Paris. C'est pas un prix exorbitant. Cependant, quand alors c'est pas un prix, je propose pas moins à mes clients, mais si en séance, je me rends compte que les personnes ne vont plus consulter pour une raison de prix et que c'est en cohérence avec leurs moyens financiers, je peux me permettre de leur dire, si eux ils me disent non mais ça coince, là on pourra pas se revoir la prochaine fois, je peux me permettre de leur dire que dans certains cas j'applique un tarif de 60 €. Je vais pas le proposer si la personne me le demande pas ou ne m'amène pas sur le sujet, parce que ce serait un peu on parlait de position plus-moins, ce serait un peu condescendant, ou ça pourrait être pris comme tel, mais j'ai cette marge-là, et c'est vraiment un benchmark aujourd'hui, et c'est aussi libre de cet objectif de gagner beaucoup d'argent. Parce que sinon, c'est vrai que si je voulais rester à mon salaire précédent, par exemple, il faudrait peut-être... enfin, voilà, j'ai réfléchi à ce que je voulais mettre. Tu pourrais augmenter tes prix et peut-être pas le doubler, tu vois, mais te dire, ok, bah, d'un coup d'un seul, je mets pas 70, mais 100, et de ce fait-là, bah, t'as effectivement, par juste effet mécanique, tu gagnes d'autant plus d'argent, quoi. Oui, alors... Ce à quoi j'ai réfléchi autour de mon prix, il y a plusieurs choses. Déjà, j'y suis allée progressivement, parce que demander de l'argent, c'était très compliqué. Quand t'es salarié, t'as ta fiche de salaire, t'as ta petite négo au début qui me prenait déjà la tête, mais après ça roule, tu vois. Et du coup, j'y suis allée progressivement, un peu comme dans le reste. La première année, j'étais en demi-tarif, et je justifiais ça en disant c'est mon année d'installation. Donc c'était plutôt confortable pour moi, parce que... C'était une négo vis-à-vis de... T'avais trouvé cette excuse vis-à-vis de toi-même, quoi. Oui, okay. Parce que je ressentais le besoin d'avoir de l'expérience avant de demander le tarif plein. Et ça s'est très bien fait. Mais même le demi-tarif, la première fois que j'ai dû le demander parce que le client avait oublié ou pensait pas et tout, c'était déjà compliqué. C'est-à-dire que la personne se lève et qu'il faut pas, à un moment donné, oublier. Ceci dit, ça m'est déjà arrivé, moi, tu sors d'une séance. Oui, c'est pas forcément... C'est pas forcément parce que t'as pas envie de raquer, c'est juste que t'as pas le réflexe. Et c'est vrai qu'il faut être capable de venir dire attendez là, donc ça fait autant. Et c'est important dans un travail. Alors je suis pas psychologue, mais c'est quand même un travail thérapeutique, et c'est important qu'il y ait l'argent comme un tiers. C'est important parce que les personnes viennent se confier, viennent donner des choses, et donc dans la loi de la réciprocité, moi je suis neutre, je suis pas un ami, je suis pas la famille. L'argent sert à mettre de l'équilibre dans la relation, en fait. Et ça aussi, je l'ai compris et je l'ai réfléchi. C'était pas un truc au début. Je disais, mais non, mais j'aide les autres, c'est trop bien. Ça va, mon mec, il gagne assez, donc pourquoi est-ce que je vais demander de l'argent pour... Bah si, en fait. Ça a un intérêt. Et t'allais dire, tu vois, thérapeute, mais pour moi, ça marche avec tous les trucs du care, d'une manière générale. Tous les métiers du care, quoi. Et alors, j'ai un tips après, vous en faites ce que vous voulez, mais à titre personnel, moi, quand je vais chez un thérapeute, je sors du cash. C'est-à-dire que j'ai jamais de cash sur moi, jamais. C'est juste que j'en ai pas. Et en revanche, quand il s'agit d'aller me faire soigner, me faire payer, j'adore payer en cash, en fait. Il y a un vrai côté... Le voir, c'est-à-dire le toucher, l'argent, ouais, tu sais, puis le donner, en fait, tu vois, que ça sorte, et qu'il y a une vraie idée à un moment donné de te dire, bah tiens, c'est de l'argent que je sors et que je te donne en échange alors que sur tout le reste, pas de cash pour me payer une place de ciné, quoi, tu vois. Je comprends. C'est intéressant, je trouve, de pas juste faire un chèque ou de faire du sans contact. Ok, donc et aujourd'hui, ça va mieux? Mon rapport à l'argent, à demander de l'argent, oui, ça va mieux, parce que intérieurement, j'ai touché à la valeur que j'apportais aux gens. Je reconnais cette valeur. Et c'est ce qui fait d'ailleurs, je pense, de moi quelqu'un qui est meilleur dans ce qu'elle fait d'ailleurs. Ok. T'as la sensation que, comment dire, que t'as vu, comme tu vois les résultats que t'es en train d'apporter, ça vaut l'argent que avant tu n'imaginais peut-être pas, quoi. Oui, je pense que c'est ça. Enfin, disons que c'est... Oui, ce que je fais a de la valeur,
je mesure la valeur dans les changements qu'il y a dans les familles, même dans ce qu'ils me disent. Et donc, du coup, ce tiers de l'argent pour la posture professionnelle, voilà, c'est mon métier. Je suis professionnelle maintenant. Donc, le lien à l'argent s'établit assez naturellement. Et c'est pas dur pour toi en termes de légitimité, ou alors peut-être que ça fait partie de ton chemin, tu vois, de te dire ok, je suis à mi-temps maman et à mi-temps professionnel, coach parental, d'avoir un peu ce cul entre deux chaises, si tu veux, entre ces deux postures. Ah non, pour moi c'est un luxe de me dire que je peux, dans les deux cas, je suis tournée vers les autres. Et c'est un luxe et une liberté de ne plus avoir la pression financière de le faire. Et justement, tu vois, autant j'ai plus de soucis à me faire payer pour ce que je fais, autant je sais que je vais pas courir après le nombre de clients et le nombre de séances. Et donc du coup, ça me fait aussi de moi j'estime, ça fait de moi encore un coach parental meilleur, c'est que je vais pas. Il y a des dérives dans tout ce qui va être coaching parental. Il y a des programmes en ligne qui sont pas personnalisés et qui peuvent faire plus de mal que de bien. Toutes ces choses-là, mais qui sont faits parce que ça rapporte de l'argent. Il y a peut-être d'autres motivations derrière. Mais en tout cas, il y a des choses, ce type de programmes qui peuvent rapporter de l'argent. Moi, au moins, dans mon éthique, le curseur est au bon endroit. Pour moi. Ok. Tu sais combien de chiffre d'affaires t'as fait l'année passée ? Non. En fait, je suis en train il y a ma structure, j'ai choisi une SASU. Ouais. Et du coup, c'est des dividendes, et c'est ce qui a été compatible avec mon chômage qui va bientôt s'arrêter. Oui. Et donc, du coup, ça a été complètement anarchique. Et puis, tu sais, moi, la mémoire des chiffres, elle est très, très mauvaise. Et donc, du coup, je suis à 70 € la séance. Je sais à peu près combien de séances je fais par mois. Mais après, avec tous les calculs et tous les trucs, je suis... T'as pas vraiment mis la tête le nez dans ta compta. Ouais, et alors, par contre, c'est voulu... cette différence contenu-processus, je me suis concentrée sur le processus, sur vivre et après la structure, voilà, il faut que je rattrape tout ça. Juste pour expliquer un petit peu, mais donc tu as choisi cette structure qui s'appelle une SASU, qui te permet de pouvoir effectivement te payer en dividendes, c'est-à-dire l'argent que tu récupères une fois que ton bilan est terminé, que tu as enlevé toutes les charges, etc. Bah t'as des sous en plus, et qui te permettent de pouvoir te rémunérer toi en tant qu'actionnaire principal et unique. Donc et SASU. U comme unique. Et c'est vrai que c'est l'un des formats, enfin l'une des sociétés compatibles avec le chômage, puisque ça te permet de pouvoir toucher à titre personnel le chômage sur ton argent perso, et qu'en fait l'argent de ton activité professionnelle est plutôt du côté de la boîte. Donc, c'est un petit tips si jamais vous êtes au chômage et que vous souhaitez monter une boîte, c'est l'une des bonnes façons de faire, parce que tu n'es pas salarié en tant qu'actionnaire majoritaire. Et s'il y a des phobiques de l'administratif, il y a des entreprises, des applications, enfin c'est des trucs en ligne qui t'aident à choisir ton statut et qui t'aident à faire ta compta. Et ça, c'est chouette. Il y a une boîte qui s'appelle Legal Start notamment. Ce n'est pas du tout sponsorisé. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je les appelle. Mais une boîte qui s'appelle Legal Start et qui fait tout ça très très bien pour pas très cher au final. Je sais pas si c'est par là que t'es passé, mais. Moi, c'est Indie. Ok. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles je t'ai pas amené et dont tu aurais aimé me causer ? Écoute, je crois qu'on a parlé quand même de pas mal de choses. Et j'ai aimé que tu m'amènes sur le patriarcat, c'est ça que j'aurais peut-être un peu oublié, du fait que ce soit aujourd'hui vraiment un choix qu'on peut faire, même si ça renforce un peu ce cliché rôle homme-femme, que c'est un choix qu'on puisse faire et que ça peut être ok en fait. Je trouve que c'est cool, parce que pour moi il y a un vrai truc, il faut pas retomber dans l'injonction inverse, c'est-à-dire de venir dire ok, donc en fait comme désormais on est en 2022, il faut que toutes les femmes soient indépendantes. Non mais en vrai on le fait en conscience. Et c'est cool si c'est fait en conscience de part et d'autre et qu'on en discute. Là où je crois que pour mes parents, c'était juste comme ça et c'est pas autrement. C'est ça, exactement. Et pour moi, tous les trucs qui sont comme ça et c'est pas autrement, ça c'est de la merde. Mais bon, après c'est leur vie à eux et puis c'est leur vie de encore plein de familles, j'imagine aujourd'hui. Mais si toi t'as été capable de mettre les mots sur les choses, sur tes peurs, etc., sur les émotions, et que ton gars fait exactement la même chose, c'est trop bien, quoi. Les hommes le peuvent aussi, il le fait très bien. C'est très possible. C'est très possible. Il y en a. Il y en a. Donc, non, j'ai aimé que tu m'amènes sur cette question. Il y en a.
Je crois qu'on a fait tous les nuages de points, tous les mots. Pas mal, ouais. On en a fait pas mal. Hein. On a coché pas mal. Marie, je mettrai un lien vers ton site pour que les gens qui sont Avec éventuellement plaisir. intéressés par et qui veulent te donner de l'argent. C'est pas ce qu'ils vont me donner en première intention, mais tout le monde est bienvenu. Ils vont te donner de l'argent. Oui. Je mettrai les liens donc dans les notes de cet épisode. Merci beaucoup. C'était très chouette. Merci Fabrice. Merci beaucoup.